Le coup tordu les amis, le 376e épisode du coup tordu, toujours un kiff, toujours un plaisir de vous retrouver. Le coup tordu, ça parle vélo, ça parle cyclisme. Dans le coup tordu, il y a des interviews, il y a des previews. Le coup tordu, c'est le fameux podcast des passionnés pour les passionnés, pour ceux qui découvrent le podcast. On est trois, alors je suis en solo pour cet épisode, mais on est trois. Moi c'est Vincent, il y a Thibaut, alias La Type d'ailleurs. Il est pas là, vous ne l'entendez pas dans le podcast, mais vous pouvez le lire. Thibaut, vous retrouvez ses previews sur le site Vélo Futé. Et puis Enzo, vous pouvez le lire également sur son site The Big Gear, Enzo alias Analyste Phoenix sur Twitter. Donc dans le coup tordu, on fait des interviews, on fait des previews. Je vous retrouve pour l'analyse et pour la preview de la 18e étape du Tour d'Espagne 2025 qui a lieu ce jeudi 11 novembre. D'ailleurs, le parcours a évolué. C'est pour ça que je vous sors le podcast un petit peu tard. J'attendais d'avoir toutes les infos précises pour cette preview. On parlera également de la Coppa Sabatini qui a lieu également ce jeudi 11 novembre 2025. Et puis comme je vous le dis, le coup tordu, des interviews et des previews. Je vais vous annoncer un petit peu la suite du programme parce que mine de rien, on s'approche de la fin de la saison. Mais dans le coup tordu, la saison ne s'arrête jamais parce que une fois que les courses s'arrêtent, on bascule sur notre période préférée, la période des interviews. Donc on est en train de vous préparer, des petites surprises. Tiens, je vais même vous annoncer le nom d'un premier invité. Alors vous allez être surpris, vous allez être très très surpris. Il s'appelle Corentin Denoli. Voilà, Corentin Denoli, il est pas cycliste. Alors, il fait beaucoup de vélo, Il est issu d'une famille de cyclistes. Il est joueur de tennis. Il se balade aux alentours de la 300e place mondiale. Et il est, c'est un grand auditeur du coup tordu. Je sais qu'il est en train d'écouter à l'heure qu'il est. Et Corentin, ça tombe bien. Alors, on parlera tennis avec lui. Moi, je vous avoue que le tennis, les Federer, les Nadal, les mecs qui sont tout en haut, c'est jamais un truc qui m'a véritablement passionné. En revanche, tous les gars qui se bagarrent au-delà de la 150e place mondiale, qui sont dans les tournois de qualif, les petits challengers à droite à gauche, vraiment les gars qui se tapent simplement pour bouffer. Voilà, moi c'est vraiment, je vous le dis, moi c'est la partie du tennis qui me passionne le plus. J'ai jamais été à Roland-Garros, pourtant j'ai grandi pas très très loin de Roland-Garros, allez à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau. Mais si un jour je vais à Roland-Garros, ça sera plutôt pour aller voir des matchs de qualification ou sur les 2 premiers tours, aller voir le cours numéro 18, là où ça sent la frite et la merguez, plutôt que le cours central. Moi, voilà, c'est ce que je préfère. D'ailleurs, il y avait un film qui s'appelait 5e set avec Alex Lutz que je vous recommande. C'était vraiment un super film. Et donc, avec Corentin, vous l'avez deviné également, on parlera aussi paris sportif et notamment harcèlement, le harcèlement que les tennisman, les sportifs peuvent subir. Et notamment dans le tennis, parce qu'eux, ils sont véritablement en première ligne de tout ça. Et vous savez que ce sont des fléaux, ce sont des choses que l'on dénonce dans le coup tordu. Donc, on parlera vélo avec lui. Il aura plein de choses à vous dire parce que c'est un grand spécialiste, un grand fan de vélo, comme vous. Il est à l'écoute du coup tordu. On parlera tennis, on aura plein de questions à lui poser sur l'écosystème, comment ça fonctionne, comment ça marche à son niveau et puis bien évidemment aussi tout le volet prévention face à ce cyberharcèlement. Là, on en revient encore une fois à un problème de pouvoir public, mais voilà, on sait que dans le tennis véritablement ces sportifs sont particulièrement exposés et on parlera de tout ça avec Corentin. Mais on vous prépare d'autres surprises. Pour l'hiver 2025. Je vous annonce bien évidemment que la saison n'est pas terminée. Demain, vous aurez un épisode pour la 19e étape de la Vuelta. On parlera également du Grand Prix cycliste du Québec. Et je vous annonce également une bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, on se retrouvera également en quotidienne pour le Tour du Luxembourg. Parce que désormais, le Tour du Luxembourg est aussi pariable en France. Alors, je rappelle que le coup tordu est avant tout un podcast de cyclisme avant d'être un podcast de betting. Et ici, on incite absolument personne à jouer. Moi, je vous dis ce que je prends, je vous donne mes vises, mes pourcentages de bankroll. C'est une gestion hyper ultra safe. Même si c'est perdant, c'est pas très très grave, parce que ça reste, on va dire, dans la mesure du raisonnable. Même si bien évidemment le but c'est de jouer pour gagner. Donc le conseil du coup tordu, c'est de faire du management de bankroll. Vous avez le lien de Joueur Info Service dans le lien de l'épisode. Et puis les mecs qui aiment flamber les billets, les ultra méga combinés. Enfin bref.
tout ce qui fait vache à lait des bookmakers. Voilà, ça se passe. Je suis désolé, ça se passe pas ici. Faut aller voir ailleurs. Mais enfin, vous, à l'écoute du coup tordu, je sais que vous avez parfaitement compris comment ça fonctionne. On attaque cet épisode avec l'actualité vélo. Moi, actualité vélo, je voulais vous parler de Side Limit parce que la Side Limit rejoint complètement l'actualité vélo avec la victoire de Giulio Pellizzari et de manière magistrale sur la 17e étape de la Vuelta à la pédale face à Vingegaard, face à Joao Almeida. En plus, il a travaillé une partie de l'ascension pour Jay Hindley et puis comme il était bien, il s'est dit je vais en mettre une et à 3 bandes de l'arrivée, il est parti et jamais personne ne l'a revu. Donc ça, bien évidemment, Giulio Pellizzari, c'est du podiumable de grand tour en puissance, voire mieux. On peut imaginer qu'il remportera peut-être un ou plusieurs grands tours dans sa carrière. Des podiums, il en fera, c'est quasi sûr, bien évidemment, si sa progression continue. Giulio Pellizzari, il est à la Bardiani. La Bardiani fait partie des équipes qui sont présentes sur Side Limit. Side Limit, c'est notre jeu de fantasy préféré, enfin mon jeu de fantasy préféré. Pourquoi ? Parce qu'on joue avec ses propres cartes. Et il y a véritablement cet aspect scouting qui est important. Et là, je vais faire un gros big up à Boris. Je crois que c'est Boris, j'ai pas vérifié, mais je crois que c'est Boris qui avait acheté la carte unique, la carte jaune de Giulio Pellizzari en 2023. Accrochez-vous bien. Je vais vérifier, je crois que c'était $96 si je dis pas de bêtises. Ouais, totalement. Il avait acheté le 14 septembre 2023 $107. C'est-à-dire $108, c'est-à-dire absolument rien. En 2023, la carte de Giulio Pellizzari, ensuite, elle était partie chez Benoît le 3 mai 2024. Donc la carte de 2024, elle était partie à $324. Et ensuite, Pellizzari a été transféré à la Bora. Donc, il est sorti du jeu. Donc les deux seuls managers à posséder des cartes de Giulio Pellizzari, c'est Boris et Benoît. Et même à $324, pour rigoler, je vais vous raconter une petite anecdote. Après l'arrivée de l'étape cet après-midi, j'ai été attraper Benoît sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit écoute, fais un test, mets en vente la carte de Giulio Pellizzari à $1,500 sur Side Limit. Et il m'a dit non. Il m'a dit non, il m'a dit que même si Pellizzari réussissait à le vendre à $1,500, ce qui serait quand même au passage le triple du prix de la carte la plus chère de toute l'histoire de Side Limit. Sur le marché secondaire et marché primaire compris, la carte la plus chère c'était Teutenberg. C'est Thomas qui l'avait vendu à LPD, il l'avait vendu ou à LV Cycling, je sais plus. Il l'avait vendu $550. La carte de Giulio Pellizzari, je pense pas qu'elle puisse partir à $1,500 sur le marché secondaire. Benoît m'a dit non, il m'a dit si le jeu continue d'évoluer, s'il continue de monter, il m'a dit Pellizzari, il a 21 ans, il m'a dit peut-être que quand il aura 25, 26, 27 ans, si je le vends là $1,500, je vais peut-être le regretter en fait. Donc voilà, donc Benoît m'a mis un stop quand je lui ai dit mets à 1,500 pour qu'on regarde. Et il m'a dit non. Donc voilà, donc ça véritablement, ça pour moi c'est le jeu, c'est le scouting, c'est vivre une histoire différente avec les coureurs. Et c'est vrai que depuis qu'il y a Side Limit, on regarde les courses de manière un petit peu différente parce que on cherche ces coureurs. Voilà, on regarde la course et on cherche un petit peu où sont placés les coureurs que l'on a pris. Et puis aussi le truc qui est sympa sur Side Limit, c'est que quelque part on fait aussi un peu des paris sur l'échappée matinale, vu que quand on prend des coureurs, faut choisir aussi des électrons libres. Les domestiques aussi, quand ils partent en échappée, ils marquent aussi pas mal de points. Donc on regarde aussi un petit peu la compo de l'échappée matinale. Alors que quand on se contente du betting, l'échappée matinale finalement elle nous importe peu, sauf si l'échappée a une chance d'aller au bout et qu'on a mis des coureurs à l'intérieur. Donc voilà, je vous redonne notre code de parrainage, mais vraiment voilà, moi c'est ça qui me plaît à la différence de tous les jeux de fantasy, c'est vraiment cet aspect scouting. J'avais du Pellizzari en bleu, j'ai un peu tout revendu à l'époque, une bouchée de pain, et ça c'est une grosse connerie. C'est pas grave, le temps est passé, des fois on fait le train est passé, des fois on fait des bonnes, des fois on fait de mauvaises affaires, mais bravo à Boris avec son Giulio Pellizzari à $107,96, il se retrouve avec avec quelque chose qui vaut plusieurs centaines de dollars. Bon scouting, bravo Boris. Et je vous redonne donc notre code de parrainage. Demain je ferai un tirage au sort pour vous offrir une carte sur Side Limit, et je vais vous offrir une belle carte parce que j'avais dit que je vous ferais pas mal de tirages au sort, et je l'ai pas fait sur la Vuelta, l'actualité, le vélo, tout est passé. Je vais vous offrir Jan Hirt. Voilà, je vais vous filer Jan Hirt que j'avais touché en reward. Donc Jan Hirt qui est présent sur la Vuelta, qui a encore un an de contrat il me semble chez Israël. Donc c'est sa carte 2025. Donc voilà, c'est une belle carte. Donc passez par notre code de parrainage, coup tordu 0 pour intégrer Side Limit. En plus c'est vraiment la bonne période alors il y a toujours des bonnes périodes pour intégrer Side Limit, mais alors celle-ci pourquoi elle est intéressante, parce qu'on approche de la fin de la saison, et à la fin de la saison le marché généralement est
plutôt en baisse. C'est un petit peu les soldes. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y avait une carte bleue de Derek Guy qui était en vente sur le marché primaire. Et Derek Guy, vu qu'il est annoncé du côté de chez Ineos, vu que sa carte va sortir du jeu, moi je pensais que la carte de Derek Guy, elle allait encore augmenter. D'ailleurs, rappelez-vous, en 2023, avec Thibaut, on vous avait fait un épisode sur des coureurs side limit à avoir. À l'époque, Thibaut vous avait conseillé Derek Guy, qui à l'époque était un illustre inconnu. La carte, elle partait à 50 centimes. On s'est vanté il y a quelques mois de se dire ouah, Derek Guy maintenant ça part à $10. Waouh, ça a fait x20. Bon, aujourd'hui, Derek Guy, c'est plutôt entre 25 et $30 la carte bleue. Donc ça fait quand même du x50, x60. Et donc Derek Guy, la dernière mise en vente, je m'attendais à ce que la carte parte encore un petit peu plus haut. Et donc il y a notre ami Jean Bomber du 42 qui l'a récupéré à $16. Voilà, seulement $16. Donc on peut voir que le marché est en augmentation, mais des fois dans ce marché en augmentation, on peut aussi réussir à faire de bonnes affaires. Donc intégrer Side Limit maintenant, ça permet de participer aux dernières épreuves de la saison, notamment en Ligue 4 de manière totalement gratuite. Ça va jouer quasiment jusqu'à la fin du mois d'octobre. Toutes les courses sont ouvertes sur Side Limit. Donc de vous familiariser avec le jeu et comme à chaque fois en fin de saison, il y a toujours, on va dire, une baisse des prix, donc récupérer des coureurs à moindre coût, donc en fonction de vos budgets. Il y a un manager qui s'appelle Free Team, faudra qu'on parle de lui. Il est arrivé ces dernières semaines dans le jeu. Alors lui, il veut carrément intégrer la Ligue 1 et les gros prize money dans le jeu, donc il est arrivé avec un gros budget, donc il récupère des cartes, des grosses cartes jaunes, des grosses cartes roses, mais vous n'êtes pas obligé d'arriver comme Free Team avec un énorme budget. Vous pouvez arriver avec 20, 30, 40, $50 et vous faire une petite équipe de cartes bleues pour disputer la Ligue 3. La Ligue 4, elle reste intégralement gratuite, donc vous familiarisez avec le jeu en Ligue 4 et puis ensuite voir si ça vous plaît, comment vous voulez évoluer dans le jeu, vous constituez une petite galerie. Puis en fin de saison, il y a toujours aussi la période où il y a des managers qui quittent le jeu. C'est aussi quelque chose qu'on voit par exemple sur un jeu qui ressemble un peu sur Sorare. Quand la fin de la saison arrive, il y a toujours des gens qui bazardent un petit peu leur galerie, soit qui revendent parce qu'ils en ont marre, ils veulent passer à autre chose, soit ils revendent parce que ils veulent se racheter des coureurs. Donc parfois on casse aussi, il y a aussi un petit peu un cassage des prix à ce moment-là, donc ça permet également de faire de bonnes affaires. Donc on va dire que dès que les courses s'arrêtent, on arrive sur une période qui est assez intéressante au niveau du marché secondaire et au niveau du marché primaire. Donc voilà, je vous passe l'info, je vous redonne notre parrainage, coup tordu 0 avec le chiffre 0 pour intégrer Side Limit et pour faire partie du tirage au sort qui aura lieu demain dans le prochain épisode où je vous offrirai la carte de Jan Hirt. Toujours sur l'actualité vélo, ça rejoint un petit peu ce qui s'est passé en Espagne, ce qui s'est passé en Italie aujourd'hui. La victoire, j'ai envie de dire presque la victoire terrifiante d'Isaac Del Toro sur le Grand Prix de Toscane. C'était effarant, véritablement. Pour ceux qui ont vu la course, on a parlé avec Thibaut et Enzo, on était en train de se dire la même chose. Quand il va chercher Mika Storer à 400 mètres du sommet du talus, c'était un talus de 8 km à peu près. Pas un regard, pas un rictus, c'était on sent qu'il a encore progressé depuis le Giro. Et ça aussi, Del Toro, ça va gagner du Grand Tour et ça peut peut-être même gagner du Grand Tour dès 2026. On sent qu'il y a une bascule qui commence à arriver avec quelques coureurs. Voilà, Jonas Vingegaard, je pense que le prime est passé. Là, on est légèrement sur la pente descendante. Il va probablement remporter la Vuelta à l'arrache. Isaac Del Toro, voilà, ça continue de progresser. Del Toro à la base, c'est plutôt un puncher. Et là, il a sur une ascension, on va dire, qui était plutôt une ascension pour grimpeur puncher, une ascension de 20-25 minutes, il a été terrifiant. Voilà, je vous le dis, il a été terrifiant, il a remporté facilement la course. Je pense que c'est pas fini, je pense que la série va continuer. D'ailleurs, je suis pressé, j'attends les cotes pour la Coppa Sabatini qui est également pariable en France. J'aurai peut-être les cotes d'ici à la fin du podcast. Je donne à peu près, la Coppa Sabatini, c'est un parcours qui correspond encore plus aux qualités de Del Toro que le Grand Prix de Toscane. Il arrive encore une fois avec une équipe des UAE qui est aussi terrifiante. Du côté des UAE, on veut battre le record de victoires sur une seule et même saison qui, je crois, était détenu, il me semble, par la Gerolsteiner. Steiner, je sais plus où les HPC, enfin une équipe de sprinters à l'ancienne qui détient ce nombre de victoires en une saison. Donc les UAE sont clairement partis pour le battre. Donc option également la Coppa Sabatini, c'est plus pour puncher que pour grimpeur. Il y a aussi l'option Jan Christen qui
qui est valable du côté des UAE. Je pense qu'ils peuvent jouer sur les deux cartes. Mais ce que je veux dire, c'est que Del Toro est vraiment en train de s'imposer comme un patron. Voilà, il est en train de s'imposer comme un véritable leader. Et voilà, généralement, quand le grand patron est là, du côté des UAE, Tadej Pogacar, on se met en ordre de bataille derrière lui. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de sujet. Et généralement, quand il y a du Ayuso, quand il y a du Almeida, quand il y a du Vine, ça a un peu du mal à se mettre en place. Tactiquement, ça se regarde. Des fois, on a du Maïka. Avant, on avait du Ulissi. Enfin, voilà, c'est jamais véritable. Du Covid, c'est jamais véritablement très clair. Là, Del Toro, il est vraiment en train de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et j'ai envie de dire que il y avait le grand patron Tadej Pogacar et je pense que plus ça va avancer, plus on va avoir le petit patron, à savoir Isaac Del Toro, ce que n'a pas réussi à faire Juan Ayuso du côté des UAE. C'est aussi peut-être l'une des raisons de son départ. Donc j'attends les cotations, je lui donne vraiment un bon 60% de chance de remporter cette Coppa Sabatini. Donc vous l'avez compris, faudra voilà une cote, pour être vraiment valu, une cote supérieure à 2. Donc j'attends que ça tombe et la Coppa Sabatini, en principe, les bookmakers français devraient vous proposer des cotations sur cette course. Pour ce qui est de la 18e étape de la Vuelta, vous êtes au courant, c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu tard pour sortir le podcast. Étape raccourcie à 12 km. On retire les parties techniques du parcours. Donc globalement, moi ça me fait un petit peu penser au parcours de Tirreno Adriatico. Vous savez, cette espèce d'aller-retour qu'on a comme ça en début de saison, que Juan Ayuso d'ailleurs avait remporté en 2024 avec 2 petites secondes d'avance sur Pipo Ganna et que Pipo Ganna a gagné cette année de manière très très facile avec une 20aine de secondes d'avance. Au niveau de la météo, c'est très compliqué à dire. Le vent est plutôt de côté. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est très légèrement favorable au premier partant. Mais alors vraiment, j'ai envie de vous dire de pas grand-chose, quoi. Donc ça renforce aussi un petit peu la thèse Filippo Ganna. Alors Filippo Ganna, ça a l'air d'aller. Il pèse pas du tout sur la course. Moi je pense qu'il vise et qu'il se réserve pour ce chrono depuis quelques jours. Le changement de parcours pour moi lui est plutôt favorable parce qu'on va se retrouver sur un truc avec des grands bouts droits. Voilà, avec des grands bouts droits, c'est absolument pas technique et ça pour moi ça lui rajoute encore quelques petits pourcentages pour gagner la course. Je lui donne à peu près 70% de chance de remporter ce contre-la-montre. Les cotes elles sont à 1,50, donc ça veut dire vraiment que la value elle est vraiment très très petite. Voilà, elle est toute petite, donc je vais mettre du Pipo Ganna à 0,1% de bankroll. Je vais pas non plus, si vous voulez, je vais pas non plus m'exciter. Encore une fois, voilà, c'est petit pour un gain qui est pas énormissime. Pour moi, c'est une légère value. C'est une très légère value. Après, voilà, c'est un chrono après 18 étapes, c'est toujours un petit peu particulier. Donc voilà, mais simplement pour moi, si on était sur les 27 km, la cote à 1,50, elle était pas vraiment value. Pour moi, sur ces 12 km en ligne droite, avec probablement un léger avantage au niveau de la météo, pour moi, ça, ça remet un bon 70% de chance de gain à Filippo Ganna, donc 0,1% de bankroll. La cote à 1,50, on va pas non plus ultra méga s'exciter aux alentours de Pipo Ganna. Moi, il y a un match-up qui m'intéresse sur cette étape, c'est Giulio Pellizzari. C'est un match-up que j'avais coché dès le début de la Vuelta. Rappelez-vous, dans les interviews d'avant Vuelta, il avait dit, alors au départ, il n'était pas censé faire le classement général, il était censé se relever dès qu'il serait fatigué. Bon, apparemment, il a jamais été fatigué, mais la première chose c'est qu'il avait prévu de disputer à fond ce chrono de Valladolid pour voir justement comment il se comportait sur un contre-la-montre en fin de grand tour, en prévision, bien évidemment en prévision de bataille future. C'est quelque chose qui lui servira pour la suite. Donc c'est prévu qu'il fasse le chrono à fond. En plus il est placé pour remporter le maillot blanc de meilleur jeune, donc il n'y a aucune raison qu'il se relève. Ensuite Giulio Pellizzari, les contre-la-montre c'était plutôt son point faible, mais on le voit depuis le début de l'année, il fait d'énormes progrès en contre-la-montre. Il est proposé à 2,33 contre Jay Hindley. Jay Hindley, c'est pas un ultra méga bon rouleur, même l'année où il a remporté le Giro, souvent quand un mec est sur le point de remporter un grand tour, très souvent quand on a un contre-la-montre à la fin, il sort de grosses performances. On l'a déjà vu par exemple avec Richard Carapaz, qui est pas vraiment le meilleur rouleur du monde, mais qui a déjà réussi de grandes performances quand il jouait quelque chose au classement général sur des fins de grand tour. Donc un chrono en fin de grand tour, ça se fait souvent plus à la tête qu'à la technique.
Donc Jay Hindley, c'est pas le plus grand des rouleurs. On a un Giulio Pellizzari qui sur l'exercice est en pleine progression. Et dernière chose, sur le contre-la-montre de Tirana qu'on a vu il y a quelques mois, c'était sur le Giro 2025, donc sur le dernier Giro. Giulio Pellizzari avait terminé, je crois, aux alentours de la 27e, 28e place, et Jay Hindley était plutôt aux alentours de la 33e place. Donc Pellizzari avait terminé devant Jay Hindley, et donc sur ces dernières semaines, donc Pellizzari, c'est aussi quelque chose il travaille le contre-la-montre, hein, c'est un exercice qui bosse encore une fois en prévision des batailles futures, donc on peut estimer que Pellizzari a encore progressé techniquement sur l'exercice. Donc voilà, 2,33, je les aurais plutôt mis à 50-50. Voilà, en réalité, Jay Hindley et Giulio Pellizzari. Voilà, c'est un petit peu le bet, c'est un petit peu le pic que j'espérais voir. Alors encore une fois, je vais pas non plus m'enflammer sur les match-up. Hein. Aujourd'hui, c'était encore perdant. Les fameux match-up. Mais voilà, je vais partir sur Giulio Pellizzari à 2,33, à 0,1% de bankroll devant Jay Hindley. Pour le reste, je vois pas grand chose. Peut-être Juan Ayuso et Jay Vine, je trouve peut-être que c'est un peu déséquilibré. Juan Ayuso sur le chrono de... On va en mettre une couche d'ailleurs. Ouais, si, on va en mettre une couche. Juan Ayuso devant Jay Vine, on va aussi se remettre un 0,1% de bankroll parce que moi je trouve ça complètement valu. Je vous dis, le parcours pour moi me rappelle le chrono de Tirreno Adriatico, qui a été gagné par Juan Ayuso en 2024 et où il fait deuxième cette année. Juan Ayuso a 2,89 contre Jay Vine. Alors ok, c'est pas du tout technique, c'est absolument pas technique, mais enfin bon, pour moi aussi c'est un 50-50 entre les deux, quoi. Donc pour moi il y a clairement valu du côté de Juan Ayuso, donc on va reprendre aussi. Voilà, 0,1% de bankroll, 2,89. Voilà, j'ai même du 2,97. Voilà, 2,97. Juan Ayuso, 0,1% de bankroll face à Jay Vine. Alors voilà, peut-être si Jay Vine le bat, en tout cas, il va pas se passer grand-chose. Les deux ça sera pas énorme. Les deux sont véritablement d'excellents rouleurs. Ils sont très très bons. Alors après, j'exclus pas le fait que Vine le fasse un peu, on va dire un peu en dilettante pour se réserver pour l'étape de samedi. Par contre, j'ai absolument aucun doute sur le fait que Juan Ayuso, lui, il en a rien à foutre. Il va jouer sa carte, il va prendre sa chance. Donc Juan Ayuso devant Jay Vine. Je vais faire un petit dernier tour du côté des voilà, la Coppa Sabatini, ça y est, on a des cotations. Écoutez, on a un Isaac Del Toro qui sort à 2, donc très bien. Parfait, voilà, je vous disais, je lui donnais un petit 60% de chance de remporter la course sur la Coppa Sabatini. Je vais faire un dernier tour, voilà, de la start list. Donc Coppa Sabatini, qui avait été remporté l'an dernier par Marc Hirschi. On est véritablement sur une épreuve pour puncher. Alors on est sur un circuit, il va y avoir pas mal de vent. Encore une fois, ça va être pour homme fort. On va avoir un temps qui va pas être super. On a une bosse de 1,2 km à 4,9% de moyenne à l'arrivée, mais ça sera pas forcément... souvent ça s'échappe. C'est rare qu'on ait un sprint, que véritablement tout se joue sur cette ligne d'arrivée. On a surtout un petit mur. Voilà, avec même un gros mur à 11% de moyenne où les écarts peuvent se créer et qui vraiment casse un peu les jambes et qui épaille les coureurs. Donc c'est pour ça qu'on voit très souvent un coureur en solitaire arriver sur le final du côté de Peccioli. Donc l'équipe des UAE, donc Jan Christen, moi je pense que Jan Christen va attaquer d'un petit peu loin pour forcer les autres équipes à travailler, et ensuite voilà, ça permettra à Isaac Del Toro d'être un petit peu en retrait et de ensuite d'attaquer tout simplement quand Jan Christen aura été repris. Est-ce Christian Scaroni peut être un adversaire pour Isaac Del Toro? Mais on a vu sur le Grand Prix Industrie à Griade. Alors ça va faire 3 victoires de suite pour Del Toro. Ça, il a quand même remporté ses 2 dernières courses, mais je pense qu'il peut faire un triplé, un petit peu ce qu'avait fait Marc Hirschi l'an dernier à la même époque. Donc Scaroni, pour moi, il sera battu au sprint par Isaac Del Toro. On a vu du bon Richard Carapaz aujourd'hui sur le Grand Prix de Toscane, mais je pense pas qu'il soit encore sur un niveau de forme suffisamment fort pour faire mal à Isaac Del Toro. Jordan Jegat, très très bon également, qui va chercher une très très belle 6e place. C'est marrant, Jordan Jegat, c'est vraiment fidèle à ce qu'il nous avait dit quand on l'avait reçu dans le podcast, c'est-à-dire que sur le Grand Prix Industrie le week-end dernier, 77e, c'était sa reprise après un mois de coupure. Voilà, il a toujours un petit moment où il faut se dérouiller quand il reprend. Et puis là aujourd'hui, Grand Prix de Toscane, il termine à la 7e place. Donc voilà, très très belle course de Jordan Jegat.
Après, on a du Lorenzo Rota chez les Intermarchés. Vlasov, c'est trop punchy. Vlasov, c'est quand même plus grimpeur que punchy. Donc voilà, très honnêtement, pour moi, le plus gros danger pour Isaac Del Toro, ça serait éventuellement un coup de Jan Christen qui partirait, ou alors les deux Émiratis qui arriveraient ensemble et Isaac Del Toro qui donnerait la victoire à Jan Christen. Ça pourrait être, pour moi, le plus gros danger, c'est ça. Pour moi, le plus gros danger, c'est Jan Christen. Je crains pas réellement Christian Scaroni et je vois pas quelle est l'équipe qui, on va dire, pourrait réussir à déborder les UAE. Donc c'est pour ça que je lui donne 60% de chance de gagner. Et quand je vois la cote à 2, je la trouve très très bonne. Donc 0,20% de bankroll. Voilà, sur la victoire d'Isaac Del Toro. Le triplé, j'aime pas faire les comparaisons, mais franchement, voilà, ça part en Pogacar l'histoire. Ça part en Pogacar, les résultats depuis le Giro d'Italia où il termine deuxième, sur le Tour d'Autriche, il remporte 4 étapes plus le classement général, donc 4 étapes sur 3 étapes sur 5 plus le classement général. Il remporte la classique de l'herbe au mois de juillet, le Tour de France n'était pas encore fini. Il fait deuxième d'une autre classique espagnole parce qu'il laisse la victoire à Igor Arrieta. La Classica San Sébastien, il fait 5e, là pareil, les UAE, ça avait pas très très bien couru, et puis on était sur un format un petit peu long, supérieur à 200 bornes, et voilà, je pense que s'il y a encore un petit défaut et des axes de progression chez Isaac Del Toro, on serait plutôt de ce côté-là. On en reparlera d'ailleurs dans la preview des championnats du monde. Voilà, il y aura débat en tout cas là-dessus dans le coup tordu. Xexo, il gagne assez tranquillement. Et Xexo, on va se retrouver ce vendredi sur un parcours qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu sur Xexo. Burgos, il remporte le classement général après avoir fait une grosse chute à la première étape. Et puis après, Bretagne classique, on l'a pas trop vu, il fait 58e. Mais bon, c'était pas, voilà, ça s'est joué vent de face. C'était plutôt pour les sprinteurs. La course en Allemagne, la classique en Allemagne, c'est pareil, c'était assez compliqué de peser. La course qui avait été remportée par Rory Townsend, donc la classique d'Hambourg, voilà, c'était aussi normal qu'on le voit pas. Et puis là, il vient de claquer un doublé, donc je pense véritablement qu'il va nous faire le triplé, sauf évidemment Jan Christen. Donc victoire d'Isaac Del Toro, la cote à 2 avec 0,2% de bankroll. Les previews de Thibaut donc sont à retrouver sur Vélo Futé, les previews d'Enzo sur son site The Big Gear, et le coup tordu, venez vous abonner, vous nous retrouvez sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur X, sur Twitter, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Il y aura 2 previews demain, il y aura la preview à la fois du Grand Prix de Québec avec le grand retour de Tadej Pogacar et également la preview de la 19e étape de la Vuelta. Ciao les amis.